Si vous êtes arrivé ici, c'est probablement parce que vous préparez votre premier triathlon qui va arriver dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Alors bienvenue dans cet épisode où on va voir ensemble les 9 dernières choses à savoir avant votre prochaine compétition. Si vous ressentez un peu de stress, voire de panique à l'approche de votre premier triathlon, c'est normal, pas d'inquiétude, c'est un peu le cas de tout le monde. Et on va faire en sorte aujourd'hui de vous livrer les clés pour que vous puissiez bien le vivre et donner le maximum de votre potentiel le jour J. On va parler d'astuces simples, concrètes, à appliquer facilement, même si vous n'êtes qu'à quelques jours de votre course. On va parler de comment se positionner au départ d'un triathlon, de comment gérer son effort, des quelques règles indispensables à connaître avant de démarrer. Et l'objectif de cet épisode, c'est de vous permettre d'éviter les erreurs de débutants, de gagner du temps et du stress, et de pouvoir vivre une expérience fluide et réussie pour lancer votre carrière de triathlète. Allez, c'est parti. Premier conseil, positionnez-vous au bon endroit au départ natation. La natation, je le sais, c'est toujours un moment de stress pour les triathlètes. C'est souvent là qu'on est le moins à l'aise et ce qui va générer le plus d'anxiété à l'idée de se lancer. Le premier truc à faire, c'est déjà de choisir sa position au départ de la natation. Globalement, que vous partiez dans l'eau ou que vous partiez depuis une plage, la logique va être la même. Devant, en première ligne et au centre, vont se situer les meilleurs nageurs. Alors souvent des triathlètes très expérimentés, mais aussi, si c'est votre cas, les excellents nageurs. J'insiste là-dessus, ne vous placez au centre et devant que si vous avez une vraie expérience de la nage en eau libre et que vous êtes certain de vos forces. Si vous vous débrouillez bien en natation, que vous êtes à l'aise, mais que vous voulez pas pour votre premier triathlon vous placer au milieu de ce qu'on appelle la machine à laver, alors je vous conseille de vous placer sur les côtés. On peut être en première ligne sur les côtés ou en deuxième ligne au milieu. C'est une zone où vous allez pouvoir nager un peu plus tranquillement, normalement où le niveau des nageurs est un petit peu plus faible et qui vous permettra normalement de subir un peu moins bagarre et l'effet du peloton dans l'eau. Et enfin, si vous êtes plutôt un nageur débutant ou en tout cas pas très assuré de votre niveau en natation, moi je vous conseille de vous placer à l'arrière. À l'arrière, vous allez probablement perdre 20 secondes au départ, mais l'idée et la priorité pour vous, c'est de terminer la natation en étant le plus frais possible pour donner ce qui vous reste sur les autres épreuves. Donc c'est pas un problème de se placer derrière et de perdre ces 20 secondes. Laissez partir les nageurs les plus expérimentés, placez-vous derrière et l'objectif, ça va être de poser votre nage et de nager avec le plus de fluidité possible. Je vous assure, ça peut paraître pas grand-chose, ce choix-là, mais ça peut vraiment transformer la manière dont vous allez vivre votre début de course. Soyons clairs, quand on va mettre 300, 400, 600 personnes dans l'eau en même temps selon la taille de votre épreuve, nécessairement ça va frotter. Nécessairement ça va être très loin de l'expérience que vous avez de la piscine où vous avez votre ligne d'eau et les carreaux au fond du bassin. Là, il va falloir être beaucoup plus concentré, beaucoup plus alerte. Naturellement, le cardio va être plus haut, il y a beaucoup plus de stress qui va être généré. Dans ce cas-là, soyez prudent, placez-vous là où vous le souhaitez selon votre niveau et ça vous permettra de mieux vivre votre expérience. L'objectif, encore une fois, ici, c'est d'arriver le plus vite possible à poser sa nage, à trouver une respiration fluide et à pouvoir être efficace dans votre nage sans générer trop de stress. Et naturellement, au fur et à mesure de votre prise d'expérience sur vos prochains triathlons, vous pourrez vous placer un peu plus devant pour aller jouer un peu plus avec le reste du peloton. Et justement, mon deuxième conseil est dans la lignée du premier, posez votre nage le plus vite possible dès les premières minutes de course. Pourquoi je dis ça? Parce que le départ, c'est un moment d'agitation, de stress. On est plusieurs centaines de nageurs à viser la même bouée au même endroit. Et donc, naturellement, on va un peu se nager les uns sur les autres. Selon votre niveau d'aisance dans l'eau, l'objectif, ça va être de trouver votre style de nage, de placer votre nage le plus vite possible. Le départ, c'est souvent étouffant. Il y a beaucoup de nageurs autour, on a du mal à se repérer, on n'a pas la même visibilité naturellement qu'en piscine. Il faut relever la tête pour prendre l'information de savoir où est la prochaine bouée. Tout ça, ça crée pas mal de chaos autour de nous. Naturellement, le stress monte, le cardio monte, et l'idée, ça va être le plus vite possible de placer votre respiration. La première chose à viser, c'est d'être capable de trouver votre rythme respiratoire et d'être capable d'enchaîner les mouvements si vous n'êtes pas très à l'aise dans l'eau. Que vous respiriez tous les 2, 3, 4 temps, peu importe, ça c'est à vous de voir,
mais l'idée c'est de réussir à placer sa nage avec comme priorité numéro 1 de réussir à trouver sa fréquence de respiration optimale. Ensuite, d'avoir une bonne horizontalité dans l'eau et de chercher à s'allonger. Et enfin, troisième objectif, de réussir à mettre de la cadence, à réussir à tracter de l'eau pour avancer. Et encore une fois, la clé, c'est de réussir d'abord à poser sa respiration parce que c'est elle qui va permettre tout le reste. Et sans ça, vous allez vous retrouver probablement à devoir faire de la brasse, ce qui est vraiment pas idéal avec une combinaison, voire même du dos, ce qui peut tout de même vous permettre de respirer un peu avant de reprendre votre nage en crawl. Restez calme, faites redescendre le cardio et ensuite déployez votre nage. Mon conseil numéro 3, c'est de réviser vos transitions et de prendre votre temps. Les transitions, c'est une vraie particularité du triathlon qu'il est difficile de reproduire à l'entraînement. C'est souvent un moment de stress où on n'est pas tout à fait lucide et où il est important d'être organisé. Ce qu'on peut faire en amont, dans les semaines qui précèdent votre triathlon, c'est de vous entraîner déjà à répéter les transitions. Alors la transition numéro 1 entre la natation et le vélo, elle n'est pas facile à reproduire. Cependant, vous pouvez déjà organiser vos affaires et simuler cette première transition. La transition numéro 2, elle, entre le vélo et la course à pied, elle est plus facile à faire et si ce n'est pas encore fait, faites-en pendant vos entraînements pour vous habituer à cet enchaînement. Dans les jours qui précèdent la course, là, vous pouvez vous renoter, mentalement ou par écrit, les différentes étapes de la transition. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je retire ma combi, je retire mon bonnet et mes lunettes, je vais jusqu'à mon emplacement avec la combinaison qui est restée jusqu'aux hanches. Ça, c'est des choix personnels, mais il va falloir les déterminer pour ne pas laisser de place à l'imprévu le jour de la compète. Et le jour de la compétition, ça passe par deux choses. D'abord, lorsque vous allez installer vos affaires dans la zone de transition, placez vos affaires dans l'ordre, correctement. À savoir, mettez en priorité les affaires dont vous allez avoir besoin à la première transition en évidence et celles pour la deuxième transition juste après. L'idée, c'est que tout ça se déroule naturellement, que vous n'oubliez rien et surtout qu'on fasse diminuer le stress. La deuxième chose que vous pouvez faire le jour de la compète, c'est au moment où vous sortez de l'eau, ou même sur les derniers hectomètres en natation, commencer à se remémorer la manière dont va se passer la transition. Je sais que je vais retirer ma combi, je sais que je vais courir jusqu'à mon vélo. Et ça, de manière assez simple, ça va vous permettre de déstresser et de pouvoir juste enchaîner naturellement les mouvements de la transition. L'important, ça va être de vivre ce moment de transition, non pas comme un moment de stress et un moment critique qui va vous faire perdre de l'énergie, mais un moment où vous allez pouvoir soupler, vous reconcentrer sur la suite de la course. Et je me permets de prendre 30 secondes au milieu de cette vidéo pour me présenter. Je m'appelle Charlie, ça fait 15 ans que je fais du triathlon et je suis le créateur d'OpenTri.fr, la plateforme d'entraînement qui vous accompagne, vous les triathlètes amateurs, débutants, vers vos objectifs sportifs. L'idée, c'est que toute l'année, on vous accompagne avec des séances d'entraînement qui sont adaptées à votre profil, à vos objectifs, à vos intensités, pour vous permettre de préparer sereinement, avec des plans d'entraînement adaptés, votre prochain triathlon. Du XS à l'Ironman, que vous vouliez juste terminer ou viser une qualification au championnat du monde, on a des programmes pour ça. Je vous invite à tester gratuitement 7 jours, vous trouverez le lien dans la description. On a déjà accompagné plus de 500 triathlètes vers leurs objectifs. J'espère que vous serez le prochain ou la prochaine et si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description. Allez, on retourne au conseil numéro 4. Mon quatrième conseil, c'est sur l'alimentation. Ravitaillez-vous en continu et de manière adaptée pour votre épreuve. Alors, je ne sais pas si vous avez démarré sur format XS, S, M, voire longue distance, mais l'idée, c'est de se dire que malgré le fait que le triathlon soit découpé en 3 disciplines, en 3 parties, il va être nécessaire de s'alimenter pour la durée totale de votre épreuve. Alors sur un format XS qui va durer peut-être entre 40 minutes et 1 heure pour la plupart d'entre vous, pas vraiment besoin de s'alimenter pendant l'épreuve. Essayez d'avoir un apport simple, un gel, une compote, une barre, une banane dans les quelques minutes qui précèdent le départ, mais vous n'aurez pas besoin de vous ravitailler pendant. Si vous courez sur format S, globalement ça va durer entre 1h15 et 2 heures. Il peut être suffisant d'avoir le bidon sur le vélo qui est chargé d'une boisson isotonique qui vous permet d'avoir des glucides pendant toute la partie vélo. C'est le plus simple, il n'y a pas trop à s'organiser, vous avez normalement l'habitude de boire sur votre vélo, donc là, ça peut permettre de faire le taf. Sur les formats plus longs, M, L, et je parle même pas de l'Ironman, naturellement, là, il va falloir réfléchir un peu plus en amont sa nutrition,
Et l'idée, c'est surtout de réussir à avoir des prises régulières toutes les 45 minutes à 1 heure pour avoir suffisamment de glucides pour tenir l'ensemble de l'épreuve. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que le triathlon, c'est un sport où on a souvent des changements de discipline, où les choses vont assez vite et on peut facilement oublier de s'alimenter. Donc préparez votre petit plan en sachant ce que vous prenez à quel moment, sans vouloir en faire trop, mais juste en s'assurant que vous ayez les bonnes prises au bon moment pour vous assurer de l'énergie tout le long de l'épreuve. Mon 5e conseil, si le drafting est autorisé, alors il va falloir rouler en peloton. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le drafting, on a réalisé une vidéo complète sur le sujet qui vous permet de tout comprendre en 10 minutes. N'hésitez pas à aller voir, elle sera dans la description de cet épisode. Globalement, le drafting, c'est l'autorisation ou non, selon les formats, de rouler en peloton. Généralement, pour faire très bref, sur les formats courte distance XSSM, le drafting est plutôt autorisé, c'est-à-dire que vous avez le droit de rouler en peloton. Ça n'est jamais autorisé sur les formats longue distance où l'effort à vélo doit être individuel. Donc sur les formats où le drafting est permis, c'est un vrai avantage. On estime qu'un cycliste qui se place dans l'aspiration d'un autre juste derrière économise jusqu'à 30% de puissance pour la même vitesse. Donc c'est un vrai avantage, et même si vous êtes débutante, ça a toujours un intérêt de trouver un groupe et de collaborer pour prendre des relais, être dans l'aspiration le reste du temps, et faire en sorte d'aller plus vite. Vous allez très vite vous rendre compte que dans ce genre de configuration, on va beaucoup plus vite qu'un athlète isolé. Alors naturellement, si vous avez encore le temps, préparez-vous à rouler dans ce genre de conditions. Trouvez quelqu'un avec qui vous allez faire une sortie et entraînez-vous à prendre des relais, à rouler assez proche de la route, celui de devant, pour être à l'aise dans ces conditions-là. Sachant qu'en plus, le jour de la course, vous serez peut-être pas à 2, mais vous serez peut-être à 5, à 10, à 20 dans un groupe, donc il faut s'habituer à rouler dans ces conditions. Et le jour de la course, si vous l'avez peu répété, ou si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise, soyez plutôt prudent là-dessus. L'idée, c'est pas d'être le plus près possible et de risquer la chute, c'est d'anticiper les virages, les changements de direction, d'anticiper les aléas de la route ou les aléas de comportement des athlètes devant soi. Donc soyez prudent, mais en tout cas, gardez en tête que rouler à plusieurs, c'est toujours beaucoup plus efficace que de rouler tout seul. Alors, quand le drafting est autorisé, ce serait trop bête de s'en priver. Mon conseil numéro 6, ne partez pas trop vite et gérez votre intensité sur toute la course. Le triathlon, par rapport à ce que vous connaissez peut-être en cyclisme, en course à pied ou en natation, le fait qu'il y ait 3 disciplines, ça perturbe un peu la lisibilité de la course. Et le plus important, ça va être de penser votre effort et de lisser votre effort sur l'ensemble de la durée de votre triathlon. Le scénario à éviter, c'est de terminer la natation en étant cramé, de remettre un peu à vélo et de terminer le vélo cramé, et enfin d'essayer de mettre ce qui nous reste sur la course à pied. Ça marche pas. Il faut penser l'ensemble du triathlon comme un effort lissé, idéalement légèrement progressif, et dans lequel la fatigue s'installe naturellement peu à peu, mais dans lequel on n'a pas de gros moments d'effondrement. Et on ne le dira jamais assez, la natation peut vous bouffer une partie de votre énergie incroyable. Du fait du stress notamment, et du fait que ce soit souvent la discipline dans laquelle on est souvent le moins à l'aise, ça peut vous pomper une partie hyper importante de votre énergie. Alors considérez la natation comme la première épreuve, celle qui va vous permettre d'entrer progressivement dans votre course et pas de pression là-dessus. La natation, ça reste toujours en valeur relative la plus petite des disciplines en triathlon, quel que soit le format. Donc si vous perdez quelques secondes ou quelques minutes en natation, c'est pas dramatique et l'enjeu ce sera de continuer à monter en puissance dans les 2 autres disciplines, ce qui implique aussi que même à vélo, on va rouler avec une certaine réserve en gardant en tête que derrière, on a de la course à pied. Donc vraiment, le mauvais schéma, ce serait de se dire je fais ma natation à fond, je retente d'en remettre un peu sur le vélo, et ensuite je termine la course à pied comme je peux. Ça, un truc très saccadé en dents de scie serait une mauvaise idée. Par contre, se dire je pars progressivement, surtout si en natation je suis pas à l'aise, j'en mets un peu moins en natation, un peu plus à vélo, et enfin je donne le reste de ce que j'ai en course à pied, ça me semble être une stratégie qui est beaucoup plus sage et qui vous permettra surtout de mieux vivre la course, en termes d'énergie, mais aussi en termes psychologiques, parce que vous allez remonter de plus en plus de concurrents au fur et à mesure de l'épreuve. Conseil numéro 7, maintenant, réviser les règles de base. Ça peut faire un peu peur, ça peut sembler un peu complexe, notamment tout ce qui est lié à la zone de transition, ce que j'ai le droit de faire ou pas faire. Bon, en fait, il y a quelques règles principales à avoir en tête. Les 3 qui me semblent à rappeler en priorité. Alors, la première, c'est celle du drafting. On en a parlé tout à l'heure. Le drafting, avez-vous le droit ou non de rouler en peloton?
Si c'est pas le cas, alors il faudra respecter une distance vis-à-vis des autres vélos pour que l'effort soit individuel et que vous ne preniez pas l'aspiration des autres vélos. S'il est autorisé, comme on l'a vu au point numéro 5, alors vous aurez tout intérêt à essayer de rouler en groupe pour aller plus vite ensemble. Mais dans tous les cas, trichez pas avec la règle du drafting. Il n'y a rien de plus pénible que d'avoir des gens qui roulent en peloton malgré le fait que ce soit interdit. Deuxième règle, qui est souvent un peu floue, mais qui est très simple à mettre en œuvre. À vélo, votre dossard devra être placé derrière vous et en course à pied, il devra être placé devant vous. Alors pour la plupart d'entre nous, on va utiliser une ceinture porte-dossard, une petite ceinture sur laquelle on va fixer le dossard, et on va uniquement avoir à la tourner. Le dossard derrière en vélo, le dossard devant en course à pied. Alors si jamais ce n'était pas le cas, vous inquiétez pas, vous avez des arbitres qui sont là aussi pour vous le rappeler dans la zone de transition. Si vous oubliez de tourner votre dossard qu'il n'est pas bien placé, l'arbitre vous rappellera à l'ordre via ce qu'on appelle un stop and go. Il vous demandera de vous arrêter, de remettre le dossard au bon endroit, devant, derrière, et vous pourrez ensuite repartir. Naturellement, sur les petits formats, les arbitres savent qu'il y a beaucoup de débutants, et ils sont pas trop chiants avec ça, ils vont juste vous le rappeler cordialement, parce que ça fait aussi partie de leur rôle que d'inculquer aux débutants les règles du triathlon. Et alors la troisième grande règle à avoir en tête, c'est celle des zones de transition. Gardez en tête que dans la zone de transition, vous avez toujours votre vélo à la main et que vous n'avez jamais le droit de monter dessus. Ce qui veut dire que, à la première transition, lorsque je sors de la natation et que je pars avec mon vélo, je ne monte sur mon vélo qu'après avoir passé la ligne sur laquelle se situe l'arbitre. Quelques mètres après la sortie de la zone de transition, généralement vous avez une ligne blanche matérialisée au sol, un arbitre qui vous attend là, et c'est à partir de ce moment que vous pouvez monter sur le vélo. Et de la même manière, à la deuxième transition, lorsque vous avez terminé le vélo, vous devrez descendre de votre vélo et continuer à pied à partir de la ligne qui se situe quelques mètres avant la zone de transition. Si vous avez d'autres questions sur les règles et qu'il reste encore un peu de temps avant votre triathlon, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis l'équipe et moi, on se fera un plaisir d'y répondre pour vous aiguiller là-dessus si j'en ai oublié certaines qui vous semblent indispensables. 8e point clé, je sais que c'est une question qui revient souvent, chaussettes ou pas chaussettes sur mon triathlon. Bon, ça a l'air bête, mais oui, ça compte et ça va principalement dépendre du format de votre course. Sur un format XS où vous allez rouler 10 km et courir 2,5 km, la plupart du temps, on peut se passer des chaussettes. Sur format S, on va dire que si vous avez les pieds un peu sensibles, il peut être intéressant de mettre des chaussettes. Sur format M, un peu la même logique, c'est pas indispensable. En fait, on voit que les triathlètes expérimentés, au bout de quelques épreuves, ils ne mettent plus de chaussettes avant les formats longs, L ou Ironman. Et donc ça va être un peu à vous de voir. Si vous voulez être rassuré, ou si vous avez une sensibilité particulière aux pieds, vous pouvez mettre des chaussettes. Ça vous rassurera et ça vous permettra de bien vivre votre première expérience. Sinon, c'est pas obligatoire. Deux petites choses là-dessus. D'abord, si je dois mettre des chaussettes, quand est-ce que je les mets? Est-ce que je les mets à la transition 1 ou à la transition 2? Le conseil, c'est plutôt de les mettre à la transition 2 parce que vos pieds seront souvent beaucoup plus secs et donc les chaussettes beaucoup plus faciles à enfiler. Deuxième point, si je ne mets pas de chaussettes, je peux utiliser du talc pour bébé, que vous allez mettre dans vos chaussures de course à pied et qui vont vous permettre d'absorber l'humidité et d'éviter de courir dans des chaussures humides, donc pour éviter les frottements, les ampoules. C'est un moyen très efficace de le faire. Et naturellement, petite précision que je n'ai pas faite jusqu'ici, si vous mettez des chaussettes, dans la logique de on organise sa zone de transition avant, naturellement les chaussettes elles sont pas pliées toutes les deux en boule. Non, on les prépare, c'est-à-dire que chaque chaussette est prête, limite on la roule pour n'avoir qu'à la dérouler lorsqu'on va la mettre sur le pied. L'idée encore une fois, c'est de perdre le minimum de temps possible sur la transition et surtout le moins de stress possible. Donc il faut être aussi prévoyant dans la préparation de votre zone de transition et des chaussettes si vous mettez des chaussettes. Et enfin, on y est, dernier conseil, mais probablement l'un des plus importants, repérer le parcours avant la course. Alors je sais qu'il est souvent compliqué de repérer tout le parcours avant la course, notamment à vélo où ça peut être un peu long. Mais même sans le faire en entier, repérer à minima le parcours de natation à travers les bouées, l'entrée et la sortie de l'eau, le sens de circulation dans la zone de transition, où est-ce que j'entre, où est-ce que je sors, repérer le début du vélo, la fin du vélo, repérer
idéalement une partie du parcours en course à pied pour voir sur quelle surface vous allez courir. L'idée, en fait, encore une fois, vous l'avez compris, c'est d'anticiper un maximum, de baisser les imprévus possibles et globalement, de vous concentrer pleinement sur votre course sans avoir à gérer les imprévus ou les mauvaises surprises qui peuvent arriver en course. Voilà, si j'ai bien fait mon boulot avec ces 9 conseils, vous avez de quoi préparer sereinement le triathlon qui vous attend bientôt pour vivre une première course fluide, sans mauvaise surprise, en évitant 90% des erreurs des débutants. Gardez en tête un truc, c'est que vous êtes là pour vous faire plaisir. S'il s'agit de votre premier triathlon, naturellement, votre objectif, ça va être de terminer et de se faire plaisir, pas de rechercher la perf, en tout cas, pas tout de suite. Et je suis sûr que si vous viviez bien cette première expérience, vous découvrirez là un sport formidable et vous aurez envie d'y revenir dès le passage de votre ligne d'arrivée. Si cette vidéo vous a appris au moins une chose, n'hésitez pas à y mettre un petit like et à nous le dire en commentaire. Ça nous aide à gagner en visibilité et à aider d'autres triathlètes comme vous. Alors merci par avance. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, OpenTri, c'est aussi une communauté de plusieurs milliers de triathlètes en France qui échangent chaque jour. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Vous y découvrirez tout notre univers, nos conseils, nos contenus, nos podcasts, nos vidéos, nos outils, nos bons plans et de nombreuses discussions autour des sujets du triathlon au quotidien. Et naturellement, si vous voulez être accompagné pour votre prochain triathlon, notre appli vous permet de bénéficier de votre programme personnalisé toute l'année pour atteindre vos objectifs sportifs. Et un essai gratuit de 7 jours qui vous est ouvert. Là encore une fois, le lien est dans la description. Je vous attends nombreux et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.